malgré votre opposition initiale, malgré l'appel présidentiel au réarmement démographique. Mais c'est aussi voir ce droit entravé. Suppression de centres IVG, pénurie de pilules abortives, inutile deuxième clause de conscience. Être une femme aujourd'hui en France, c'est porter plainte pour viol et affronter des violences supplémentaires, fuite policière et médiatique, et dans 80% des cas, un classement sans suite. C'est voir la France s'allier à Orban pour bloquer une directive européenne sur le viol. Être une femme aujourd'hui en France, c'est dire avec Judith Godrèche, je parle, mais je ne vous entends pas. Pire, c'est entendre Macron encenser Depardieu après avoir blanchi Darmanin. C'est vous entendre, Aurore Berger, lancer une mission pour comprendre les mécanismes à l'œuvre dans les violences sexuelles, pendant que vous attaquez les associations qui luttent depuis des années. Elles réclament des milliards, vous rabotez de 10% le budget égalité femmes-hommes et vous vous amusez à menacer leurs subventions pour faire plaisir au soutien inconditionnel à Israël. Être une femme aujourd'hui en France, c'est accueillir seule son enfant faute de congé paternité égalitaire, arrêter de travailler faute de place en crèche. C'est vous entendre présenter comme des progrès un congé parental au rabais, un service public fantôme, un groupe de travail sur les mères isolées alors que vous passez votre temps à les stigmatiser. Être une femme aujourd'hui en France, c'est être infirmière, caissière, prof, assistante maternelle, aide à domicile, AESH. Et c'est vous entendre rabâcher votre index égalité au lieu de revaloriser les métiers féminisés. C'est occuper 60% des temps d'emploi au SMIC et des CDD, 78% des temps partiels et vous voir reculer la retraite, geler les salaires, démanteler le code du travail, saccager la protection sociale. Ce vendredi 8 mars, les femmes se lèvent et se mettent... Vous mélangez à peu près tous les sujets. Il va être difficile d'arriver à vous répondre à chacun d'entre eux. Être une femme aujourd'hui en France en 2024, oui, c'est plus simple que ça ne l'était en 2017. Être une femme en 2024, c'est permettre, quand par exemple on porte plainte pour viol, qu'il y ait 30% de condamnations de plus qu'en 2017. C'est faire que ces condamnations pour viol, elles soient dans 98% des cas de la condamnation à de la prison ferme, avec en moyenne 11 ans de réclusion criminelle qui sont prononcés. Être une femme en 2024, c'est justement encore une fois avoir une égalité professionnelle qui progresse et tant mieux. Être une femme en 2024, c'est voir ses droits être de plus en plus et de mieux en mieux respectés, notamment en matière de santé. Être une femme en 2024, c'est entendre celles qui, dans l'appel des 343, nous ont dit encore récemment « Vous avez dépassé nos rêves, jamais nous n'aurions imaginé que l'IVG serait inscrit dans la Constitution. » Et si ce rêve a été rendu possible, c'est parce qu'elles ont été là au premier jour et c'est parce que collectivement nous avons été là, parce que la grande différence entre vous et nous, c'est que nous n'avons jamais essayé de mettre notre nom sur une proposition de loi. Nous avons considéré que toutes celles qui y avaient contribué, avaient permis cette victoire collective, qu'elles soient sénatrices, qu'elles soient députées, qu'il ou elle soit membre du gouvernement et qu'il soit le président de la République, parce que c'est lui, Madame la députée, qui a convoqué le Congrès. Mais être une femme en 2024, c'est considérer malheureusement que vous avez un groupe politique qui devrait faire son examen de conscience sur le sujet. Être une femme en 2024, c'est constater avec regret que quand un député est condamné pour violence conjugale a réintégré vos rangs, vous vous êtes levé comme une seule femme et comme un seul homme pour l'applaudir. Moi, je considère qu'on n'applaudit pas un homme victime de violence conjugale, on l'exclut de son groupe politique et on évite de doser leçons de morale à tous les autres. Myriam Laribi, journaliste indépendante. À propos de l'inscription de l'IVG dans la Constitution, pourquoi invisibiliser les deux, dans vos hommages aux femmes qui ont porté ce combat, pourquoi invisibiliser les deux députées femmes de gauche qui ont porté le texte, à savoir Mathilde Panot et Mélanie Vogel? Alors, si vous avez écouté mes propos, vous savez que j'ai toujours rendu hommage à l'ensemble des parlementaires qui ont permis que ce combat puisse exister. À Laurence Cohen, sénatrice, qui l'avait porté dans le précédent mandat, à Laurence Rossignol, qui l'a évidemment porté d'abord en tant que ministre et puis qui a continué en tant que sénatrice, à Mélanie Vogel, à Mathilde Panot, à Alban Gaillot aussi dans le précédent mandat, à Marie-Noëlle Battistel, à l'ensemble des parlementaires qui se sont engagés. Je n'ai malheureusement pas entendu dans les propos de Mathilde Panot le fait qu'elle reconnaisse que d'autres aient pu accompagner ce mouvement, mais nous, on a toujours reconnu que c'était un engagement collectif des parlementaires, de la majorité, puisque j'avais moi-même porté au nom du groupe Renaissance une proposition de loi, des oppositions
et ensuite un engagement du président de la République qui a souhaité que ce soit un projet de loi constitutionnel et qui a souhaité convoquer le Congrès lundi dernier pour permettre qu'on ait ce vote extrêmement large du Parlement. J'ai une deuxième question qui concerne un projet que vous avez porté. Aucun propos ambigu sur l'attaque du Hamas en Israël n'a été tenu par une association subventionnée par l'État. C'est la conclusion de l'examen par l'administration que vous avez demandé. Pourquoi avez-vous diligenté cette enquête si vous n'aviez même pas connaissance d'un seul cas? En fait, c'est compliqué de ne pas diligenter d'enquête si vous devez pouvoir chercher. Enfin, on ne peut pas à la fois vouloir objectiver les choses et en même temps refuser de demander à son administration de vérifier ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Le point de départ, pour moi, il est extrêmement clair. Le point de départ, c'est le 7 octobre. Le point de départ, c'est le 7 octobre. Ce sont des femmes israéliennes qui ont été assassinées, qui ont été mutilées, qui ont été violées de manière systématique. Et malheureusement, c'est documenté par les terroristes eux-mêmes. Et donc, je finis parce que, en tant que ministre, j'ai reçu un certain nombre de femmes israéliennes qui sont en charge justement du suivi en termes de commission des mutilations sexuelles qui ont été subies. Je vous rapporte leurs propos parce que ces propos m'ont glacée et devraient tous collectivement nous interroger quand elles m'ont dit qu'elles avaient été de tous les combats féministes, de tous les combats internationaux et qu'elles ont conclu en disant « MeToo, ça veut donc dire que c'est pour tout le monde, sauf pour les Juifs ». Alors, voilà, les mêmes crimes sont commis sur des femmes palestiniennes selon des rapports de l'ONU. Est-ce que vous allez diligenter la même enquête? Je finis, madame, mes propos. Je dis juste que le point de départ, et je crois que c'est légitime, c'est de garantir que l'argent public, l'argent donc des Français, à partir du moment où ils financent des associations, et c'est notre honneur, et nous continuerons évidemment toujours à financer les associations qui s'engagent pour accompagner les femmes, pour le parcours de soins des femmes, pour l'accès à leurs droits, pour l'accès à l'IVG, pour la lutte contre toutes les formes de violence, eh bien, c'est normal de garantir que, évidemment, l'ensemble de ces associations s'inscrivent dans les valeurs qui sont les valeurs républicaines. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les associations doivent signer aujourd'hui la Charte des valeurs républicaines de manière à pouvoir être soutenues par l'État. Et moi, je n'hiérarchise absolument pas, évidemment, les victimes. Toutes les victimes doivent être reconnues comme telles, de la même manière qu'on ne choisit ni ses victimes, ni ses bourreaux. Et donc, dit justement qu'il ne pouvait pas y avoir d'indignation sélective. Donc, est-ce que vous allez diligenter la même enquête par rapport aux mêmes violences subies par les femmes palestiniennes selon des enquêtes de l'ONU et d'une ONG israélienne qui s'appelle Physicians for Human Rights qui parle de violences extrêmement... Je n'ai pas à ma connaissance, je n'ai pas. Si je peux finir éventuellement ma phrase, je n'ai pas à connaissance vu quelconque association en France tenir de moindres propos ambigus par rapport à ce qui se produit à Gaza. Et vous savez que la France, par le président de la République, est pleinement mobilisée sur l'aide humanitaire à Gaza et sur la demande de cessez-le-feu qui a été demandée par le président de la République lui-même.